Alors Edmond Kayser, c'était la première partie de notre émission, l'évocation de votre destin, l'évocation de tout ce que vous avez fait. D'ailleurs, je pense que les téléspectateurs comme moi auront été frappés par la permanence de votre action et par le nombre de choses que vous avez faites, de terrain sur lequel vous vous êtes battu dans le monde entier. Alors avant qu'on regarde la deuxième partie, est-ce que vous avez un point à préciser? Vous aviez pris beaucoup de notes là pendant Oui, pas beaucoup, mais j'ai deux, trois petites choses à dire quand même, rapidement. Vous m'avez dit au début que j'avais sacrifié ma vie. Je n'ai pas sacrifié ma vie, je l'ai vécue. Les sacrifiés sont ceux précisément qui sont par terre. Ensuite, Edmond Kayser, en fait, on n'est jamais tout seul. Moi, je n'ai été qu'un monsieur qui passait, qui a vu, qui a senti, autour de ceux qui souffrent, se montre la cathédrale de ce qu'il faut faire. Et j'ai demandé à d'autres de le faire. Donc, c'est un travail de macro, si vous voulez. Donc, j'ai senti, j'ai demandé aux autres, c'est les autres qui ont fait. Bon, en fait, d'apôtre, on a parlé d'apôtre et de prophète, ni l'un ni l'autre, ça ne ressemble à rien de tout ça. Mais alors, j'aimerais rendre un hommage particulier au commandant Henri Bourdance, qu'on avait vu 2 fois là, qui était à la fois au Biafra et ensuite pour les Boat People, dont José, la femme qu'on vient de voir, est morte il y a 4 ou 5 jours. Et qui était dans ces fameux avions que nous arrêtions, on faisait de l'avion stop au Biafra, en disant « Commandant, est-ce que vous voulez me prendre ces enfants ?» Alors elle les prenait et les plaçait par terre, il n'y avait pas de siège, les uns à côté des autres, avec ses yeux bleus. Alors ces enfants qui allaient mourir, qui ne sont pas nécessairement morts, dès qu'ils étaient posés dans ces mains de tendresse de José Bourdance, s'endormaient dans l'avion. C'était fini, la mort était morte, et les enfants allaient vivre pour ceux qui ont vécu, c'est-à-dire la grande majorité de ceux qui ont pu, comme le rappelait Kouchner tout à l'heure, être sortis du Nigeria, du Biafra, pour être placés au Gabon. Alors, quant au reste, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, sauf que nous avons tous, alors parce que je ne travaille pas tout seul, dès le début, on n'est jamais tout seul. On est tout seul dans la première minute, il faut bien que quelqu'un commence. Ensuite viennent les autres. Alors, c'est le sentiment absolu, qui est durable, permanent, comme dirait de nouveau Kouchner, de l'imperfection absolument totale, quotidienne et constante du travail que l'on fait. Autrement, je ne vois pas très bien ce que je peux dire de plus là-dessus. Les enfants ont dit tout seul ce qu'il y avait à dire. Alors, voilà. on aura l'occasion tout à l'heure de revenir sur certaines des choses que vous avez dites maintenant ou qui ont été dites dans le film, car de nombreux thèmes sont sous-jacents, on en parlera tout à l'heure. Mais je vous propose de suivre maintenant avec moi la deuxième partie de cette émission qui est consacrée à votre aujourd'hui, et notamment avec un petit film que Charles Santini et Jacques Huvillers ont réalisé avec la collaboration de Madeleine Chaulier et d'El Gadouchek, qui est consacré à ce que Edmond Kayser fait aujourd'hui. Regardez avec moi, Edmond. 17 novembre 1987, Genève-Cointrin. Une équipe du téléjournal attend l'arrivée d'Edmond Kayser, qui rentre du Burkina Faso. À l'heure où la plupart de ses contemporains jouissent d'un repos mérité, cette alerte septuagénaire ne connaît pas le mot retraite. Toujours sur la brèche, il ne cesse d'être à l'écoute des détresses, de témoigner et de nous alerter. On peut dire de lui, il est humain, mais rien de ce qui est inhumain ne saurait lui être étranger. Sa maison de Lausanne, Edmond Kayser en a fait le quartier général de Sentinelle, mouvement fondé avec quelques amis au début des années 80, à un moment où il estime que le bateau Terre des Hommes est suffisamment adulte pour se passer de son capitaine fondateur. Sentinelle au secours de l'innocence meurtrie et non plus au secours des seuls enfants, pour conduire aussi sur le terrain des actions dont le caractère plus accusé aurait pu gêner dans certains pays les programmes déjà en place de Terre des Hommes. D'où serait son voyage au Burkina Faso. Quels sont les programmes que vous avez mis en place là-bas? Alors là, après avoir sillonné ces boucliers, on a parcouru le pays que je connaissais déjà. Alors nous sommes allés là-bas pour resserrer les boulons d'actions entamées au mois de juillet. Alors d'une part, il y a les enfants perdus, trouvés, égarés dans des détresses parfois inimaginables qui traînent quelque part. Alors d'accord avec le directeur de l'administration pénitentiaire, au lieu de les mettre en prison, ce qui serait le cas normalement, ou dans des lieux de détention quelconques, alors nous leur offrirons ce qu'on offre à d'autres enfants semblables au Togo voisin, un lieu qui s'appelle l'Oasis, où ces enfants sont amenés, accueillis, aimés jusqu'au moment où les parents viennent les rechercher, ou au contraire, on évitera que les parents ne reprennent des enfants pour continuer à les supplicier. Hein. D'autre part, les jeunes filles qui sont à la rue, des toutes petites, souvent des jeunes,
qui exercent une prostitution qu'on appelle au tabouret, parce qu'on est assis sur un tabouret, il y a une chambre, si on peut dire, derrière, et qui, pour 1 franc suisse la passe, pourront se donner dans une misère effroyable, aucune conscience ici, mais qu'il est aisé de les en tirer, pour autant qu'on s'y attache, dans la mesure du possible. Et puis, les mutilations sexuelles aux filles, dans quelques mois, financées par Sentinelle, aura lieu un congrès inter-africain, Burkina Faso, sur et contre les mutilations sexuelles aux filles, qui sont précisément le sort général des filles du Burkina Faso. Nous sommes une toute petite équipe et chacun et chacune a des tâches qui lui sont propres. Mais en plus de cela, bien sûr, on se consulte. On arrive, par exemple, moi je m'occupe plutôt de l'Amérique latine et Hoda d'autres pays, de l'Afrique du Nord. Or, nous avons souvent des cas qui sont très semblables, car les détresses, malheureusement, elles se ressemblent partout dans le monde. Et alors c'est clair qu'on se consulte, on dit, bon, qu'est-ce que tu fais toi dans ce cas, etc. Est-ce que c'est un hasard que l'équipe de base de Sentinelle soit composée de femmes? Non, c'est pas du tout un hasard que, d'ailleurs, même l'équipe de base de Terre des Hommes, au départ, c'était composé, il y avait beaucoup de femmes, mais c'est une complicité féminine qu'il y a entre Edmond Kayser et les femmes, très profonde. C'est vraiment, il a une sensibilité tout à fait féminine et qui trouve son reflet chez toutes les femmes. Et ce n'est pas du tout par hasard qu'il n'y a que des femmes. Il comprend mieux la femme, les femmes, parce que le langage de la femme, finalement, c'est un langage de bon sens. Et c'est le langage d'Edmond Kayser. Quand je vois de loin notre collaboration, il y a énormément de gaieté. Ce qui aussi est une chose qui ne paraît pas évidente pour qui ne connaît pas Edmond. Énormément de gaieté parce que c'est quelqu'un qui ne se prend absolument pas au sérieux lui-même. Edmond, il a même un côté clown, je dirais. Il s'amuse beaucoup dans le travail même. La seule chose qu'il prend au sérieux, c'est les êtres dont il s'occupe et les causes dont il s'occupe. Mais lui-même, jamais. Alors la relation est finalement très facile et joyeuse, je dirais. Est-ce qu'il lui arrive de vous enguirlander? Enguirlander, je ne dirais pas, mais il arrive des moments où il est facilement exaspéré et suprêmement exaspérant. Alors là, il peut y avoir des petites tensions au bureau, des fois des grosses, mais c'est jamais profond, disons. Conquis par le Telex, Edmond Kayser en a forgé une arme redoutable pour fustiger les grands de ce monde. Ça, c'était quelques semaines, peut-être, ou quelques mois avant la mort de M. Léonid Brejnev. Alors, bien que la presse internationale ne cesse d'y faire allusion, votre mort, M. Brejnev, n'a pas d'importance, mais il est d'innombrables êtres plus précieux et jeunes que vous qui vous doivent le deuil, la détresse, le martyre ou la mort. Nous en appelons à ce qu'il peut vous rester de lucidité et peut-être d'humanité pour libérer quelques-unes de vos victimes. Ce ne sont pas des célébrités, mais de petites gens, enfouis dans leur souffrance et inconnus du monde, afin de ne pas entrer enfin dans vos propres ténèbres, sans avoir au moins fait cela. En voici la liste, et on avait joint à ça une longue liste de pauvres gens enfermés dans des camps et qui ne sont pas du tout Sakharov ou même Marchenko. Merci, Monsieur Brejnev. Bonne mort, Monsieur Brejnev. Il n'a pas manqué de mourir peu de temps après, en odeur de sainteté. Alors, celui-ci, c'est un nommé Nimeiri, qui était chef d'État au Soudan et qui venait de faire pendre un vieux monsieur qui ne pensait pas comme lui. Alors, son Excellence, Monsieur Ghaffar Mohamed Nimeiri, président de la République démocratique du Soudan, Khartoum, Excellence, doyen d'innombrables martyrs qui vous sont dus, vous venez d'assassiner Mahmoud Mohamed Taha, 76 ans, responsable du mouvement islamique soudanais,
des frères républicains, coupables d'humanité et de fraternité, face à l'application permanente et sauvage de votre code pénal personnel, criminel et dément. Vous êtes une ordure. Vous le savez d'ailleurs, mais il n'est pas vain que cela vous soit dit. En espérant savoir bientôt votre charogne flotter au vent, je vous assure de la sincérité de mes sentiments. Alors Edmond Kayser, on peut dire qu'alors vous ne mâchez pas vos mots quand vous vous adressez aux grands de ce monde. Alors j'aimerais qu'on parle peut-être d'abord un petit peu de vos méthodes d'action, de la manière dont vous avez agi pendant toutes ces années en faveur de l'enfance malheureuse. Est-ce que vous pensez qu'il faut être comme ça, vif, donner des coups de poing? On ne pense pas qu'il faille le faire, ça part tout seul, les coups de poing. Alors les mots pas mâchés, il est préférable de ne pas les mâcher pour que l'autre les entende. Donc, tout ça, ça va de soi, ce sont des évidences. C'est un comportement né de la souffrance des autres et du besoin de faire quelque chose contre, et en prenant là, comme cible, la cible en effet, le bourreau. Mais est-ce que vous pensez que le bourreau vous répondra? J'entends par là, est-ce que certains vous diront pas, il faudrait être plus diplomate, agir un peu plus souplement? On s'en fout. Qu'ils répondent ou qu'ils ne répondent pas, c'est égal. Mais de prendre une gifle quand on doit l'avoir, comme M. Niemeyer, n'est jamais vain. Rien n'est vain, ni l'invective, ni la tendresse, ni la caresse. Donc je pense qu'il est utile de dire à ces gens-là ce que personne ne leur a jamais dit, parce qu'on précisément, on se tient à un devoir de respect systématique dont je ne vois pas du tout les sources ni les raisons. Vous pensez qu'il faut être irrespectueux pour agir? Pas du tout. Je le suis de base parce que je ne suis pas respectueux automatique. Donc je ne crois pas au respect automatique, c'est tout. Mais je ne pense pas qu'il faille être irrespectueux. On peut respecter le respectable, mais il faut détruire l'irrespectable. Et nous sommes accoutumés, on nous apprend au contraire à le respecter, l'irrespectable. Exemple, les mutilations sexuelles aux filles, les filles ou les petites femmes qu'on brûle en Inde parce que la dot est trop petite. Je ne pense pas qu'il faille respecter les régimes ou les personnes, ou les seigneurs, les féodaux, les assassins, qui veulent cela ou qui veulent que cela se perpétue. Parfois, est-ce que cette agressivité ou cette violence verbale que vous utilisez, est-ce que ça ne vous a pas parfois un peu isolé? Pardon, aucune idée. Pour l'instant, quand on marche sur une route, je ne sais pas si on se trouve isolé ou pas isolé, on marche. On ne vous a pas trouvé parfois trop agressif? Si, ça, peu importe, c'est pas poser de questions là-dessus. Donc. Et on reçoit des menaces assez fréquentes, et bon, c'est normal, donc on ne peut pas contenter tout le monde et son père. Est-ce que vous pensez, comme Kouchner le disait tout à l'heure, qu'aujourd'hui, il faut faire scandale, il faut remuer à travers les médias? Est-ce qu'il faut utiliser les médias pour vraiment attirer l'attention sur les drames du monde? La différence peut-être avec lui, je ne pense pas qu'il faille en faire un procédé, mais ils sont là pour servir, et là où je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il y a un tambour, il faut taper dessus. Mais il ne faut pas que ce soit un procédé, donc la souffrance de l'autre, si elle vous révolte ou si elle vous fait pleurer, il faut se laisser aller à ses larmes ou à ses révoltes et en tirer les conséquences avec 2 épées à la main et toujours à cheval tant que la vie et la force vous en est donnée. Qu'est-ce qui vous révolte le plus aujourd'hui? Vous avez parlé des mutilations sexuelles, mais quelles sont aujourd'hui les victimes? J'entends par là, quels sont les gens qui sont... Les victimes, là, étant donné le temps qui passe, je citerai juste quelques points pour ne pas en oublier. Donc la différence avec Terre des Hommes, c'est que Terre des Hommes a 3 grands volets. Les enfants malheureux ou affamés, les enfants blessés, infirmes, malades, les enfants abandonnés ou orphelins. Pour Sentinelle, il a fallu prendre, bien sûr, tous les domaines que Terre des Hommes ne peut pas prendre, comme par exemple, et là c'est un drame qui touche des millions de filles et d'enfants, les filles-mères et les enfants naturels, qui sont offerts au pire dans de nombreux pays, rejetés des familles, de la société et de l'État, au nom de l'honneur familial, comme on les trouve tout le Moyen-Orient, de toutes les filles qui ont pu connaître un homme ou dont on soupçonne qu'elles l'ont connu ou qui sont enceintes ou qui sont plus vierges et qui sont bonnes à la lapidation et à la mort. Les enfants du péché, c'est-à-dire ces enfants naturels, les enfants de l'inceste, l'application de codes pénaux religieux ou laïques complètement fous, exemple la lapidation précisément, des filles, alors les enfants orphelins ou abandonnés, interdits d'adoption, là encore pour des raisons religieuses ou coutumières, les enfants conducteurs d'aveugles, je me suis réveillé un peu tard pour m'apercevoir de leur existence, qui sont condamnés à la servitude toute leur petite enfance parfois, et souvent toute la vie, sous prétexte qu'ils ont été prêtés, loués, vendus, ou qu'ils ont l'avantage d'être le petit-fils ou le petit-neveu de l'aveugle qu'ils conduisent. Il s'agit de libérer ces enfants de cette servitude, les enfants conducteurs d'aveugles, tout en offrant à l'aveugle un compagnon qu'on payera au prix du pays et qui pourra mener l'aveugle, et l'enfant retournera, lui, là où il devait être mené, sa vie, son enfance et sa vie.
en l'immenence. Il ne s'agit pas uniquement d'un travail d'urgence, mais d'un travail d'urgence et de permanence, en prenant le petit, en lui refaisant non seulement ce qu'il n'avait pas eu, mais ce qu'il doit avoir et n'aurait pas si on n'était pas autour de lui pour tenter de le lui donner. Mais quand on vous entend comme ça évoquer cette liste de victimes, quand on voit le film que nous avons montré tout à l'heure avec ces millions de victimes qu'il y a eu, qu'il continue d'y avoir, vous n'avez pas un sentiment de découragement, le sentiment que finalement tout ce que vous avez fait, malgré tout, il y a toujours des millions, des dizaines de millions d'enfants qui sont victimes. Tout ce qu'on a fait n'est rien du tout, ça s'empile chaque jour, tout est à faire. Le découragement, ça serait l'abandon. Alors le désespoir, tant qu'on veut, et il y a de quoi, mais c'est tout. Les découragements, il n'y a aucune sorte de raison. Il n'y a jamais eu de découragement ? Je ne crois pas, non. On peut être fatigué parfois, mais c'est tout. Mais découragé, non. Je ne vois pas pourquoi ni comment. Fatigué par quoi ? Fatigué, je ne sais pas, par la vie, par les heures qui passent, par le sommeil insuffisant, ou n'importe quoi, pas à cause du travail, mais difficulté de dormir. Vous n'êtes pas fatigué par le fait de vous dire j'ai lutté par exemple pour la famine au Biafra, ou lutté pour la famine à tel endroit, et ça recommence aujourd'hui en Éthiopie. C'est-à-dire cette espèce de permanence du drame. Bien sûr, et c'est pourquoi notre permanence, je ne dirais pas de la consolation, mais d'une approximation de justice et d'une approximation de consolation est vitale pour ceux qui mourront quand même, ou qui n'en mourront pas, et qui grâce à ça vivront. Alors, est-ce que ça ne justifie pas ceux qui vous disent, ou ceux qui disent de vous, ils s'attaquent aux conséquences et non pas aux causes, et c'est aux causes qu'il faut s'attaquer ? Au sous-développement, au drame économique. C'est pour ça qu'on a inventé les sociologues, qui sont par millions, les économistes distingués, les politiques, et tous ces gens dont c'est le métier précisément de s'attaquer aux causes. Alors nous ne sommes pas spécialement intelligents ni spécialisés, nous ne sommes surtout pas experts, mais quelqu'un qui pleure par terre et qu'on prend dans les bras, on s'est peut-être attaqué aux causes en séchant les larmes, en lui rendant la vie. Alors quant aux causes, c'est une autre spécialisation. De mon côté, ça ne sera pas pour cette vie-là, parce que j'ai plus le temps. Vous pensez qu'on s'attaque bien aux causes ? Pardon. Vous pensez qu'on s'attaque bien aux causes ? Si ce sont les experts qui s'y attaquent, je pense qu'on s'y attaque mal, surtout s'il s'agit de l'Organisation des Nations Unies, entre autres. On a le sentiment que vous êtes très critique à l'égard des organisations comme les Nations Unies, à l'égard des organisations plus traditionnelles d'aide au tiers-monde, à l'égard des experts, à l'égard des hommes politiques. Vous êtes assez critique à leur égard. J'ai vu d'assez près pour pouvoir, non pas être critique, mais les peser à leur poids. Mais en revanche, vous rencontrez parfois des gens comme Sadruddin Aga Khan, que vous avez vu tout à l'heure, qui était au commissaire de l'ONU pour les réfugiés, de même qu'actuellement Jean-Pierre Hoquet, qui est un type de terrain et qui sait ce qu'il fait, tandis qu'auparavant, M. Poula Hartley était un crétin, pour être poli, et qui était lui aussi au commissaire pour les réfugiés de l'ONU, au moment des Boat People, précisément. Mais quand vous dites Alors il avait eu à ce moment-là un prix Nobel, ce qui nous a permis de dire Poula Hartley, prix Nobel des charniers. C'était exactement ce qu'il était. Mais vous ne pensez pas que quand vous dites ça, par exemple, vous êtes excessif et injuste? Mais injuste, je ne pense pas. Agressif, ça va de soi. Mais ça risque pas que des gens soient amenés à se dire finalement il va trop loin, donc c'est pas la bonne voie. Il y en a, mais il y a les autres qui disent le contraire en disant il a bien raison et ils disent que les autres ne disent pas. Donc le tout s'équivaut. Mais par exemple, dans les rapports que vous avez eus avec les autorités suisses, souvent on a pensé que vous étiez effectivement trop excessif. Oui, d'ailleurs, je pensais tout à l'heure à propos des enfants vietnamiens, quand ils sont arrivés au début, qu'avant Mme Kopp, il y avait M. Schmitt à la police fédérale, où toutes les difficultés au monde, ils voyaient l'invasion de la Suisse par les enfants exotiques de Terre des Hommes. Alors là, j'ai juste un tout petit texte que j'aimerais vous lire, puisque vous parlez de la Suisse et des politiciens suisses et de nos contacts avec. Alors, avant tout, un hommage reconnaissant et fraternel à Pierre Aubert, président de la Confédération, ministre des Affaires étrangères, qui est un être humain candide, humain, naïf et pur. Et un mort, à René Pachter, petit fonctionnaire de la police fédérale des étrangers, qui fut, pour avoir voulu l'être, l'accueil et le sourire du peuple suisse à des milliers d'enfants, malades, abandonnés, blessés, infirmes ou orphelins, à qui rendre la vie. Donc il y a donc des hommes politiques et des hauts fonctionnaires qui sont bien. Tout à fait. Alors il y a aussi les autres. Alors ce petit mot, alors quant au peuple suisse, ouvert à tous, bon comme du pain, le peuple suisse est aux mains de serviteurs follement salariés, dont le manque de courage, l'aveuglement ou l'incompétence nous valent notre présence active sur tous les charniers du monde, exportation d'armes, dans tous les tripotages financiers internationaux, et la protection des trésors mal acquis de truands majeurs, puis la complicité du silence offerte aux pires tyrans pour des raisons commerciales, de Khomeini à Pinochet, de la Russie soviétique à l'abominable Afrique du Sud, entre autres. Alors que le rayonnement de la Suisse
permettrait à nos irresponsables responsables une politique humaine internationale d'incomparable et fructueuse médiation, enfin tendre aux humbles et dur aux durs, plutôt que dur aux humbles et humble aux durs. Bon, moi j'aime bien quand vous vous mettez comme ça en colère parce que c'est assez. Je ne me mets pas en colère, mais c'est assez j'essaye de lire avec le ton. Avec la passion, parce que c'est assez exceptionnel dans ce pays. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu injuste pour les hommes politiques dans la mesure, est-ce que vous ne pensez pas que le peuple suisse est quand même lui aussi de plus en plus frileux? Il n'y a pas que des hommes. Non, j'en en parle là. Est-ce que vous ne pensez pas que le peuple suisse lui-même est de plus en plus frileux, que ceux qui nous écoutent maintenant de plus en plus se replient sur eux-mêmes et s'engagent moins que l'opinion suisse est engagée il y a 20 ou 30 ans? Je ne crois pas du tout. Je croyais et je continue à croire que le peuple suisse est tout à fait ouvert. Dans très, 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 très grande majorité. Il y a des maniaques de la fermeture qui sont d'ailleurs guidés. Il n'y en a pas plus qu'avant Il n'y en a pas plus qu'avant? Je n'en sais rien. Pour l'instant, tous les gens que j'ai pu connaître en Suisse me semblent tout aussi ouverts qu'ils n'ont jamais été. Oui. Mais alors, certains de nos gouvernants, eux, auraient peut-être une tendance à la fermeture, alors qu'une certaine partie des gens peuvent peut-être suivre. On évoquait tout à l'heure dans la première partie du film, je dirais, l'émotion populaire qu'a suscité l'action des enfants algériens dans fin des années 50, début des années 60 et tout. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette même émotion se retrouvait sur un drame semblable? Elle se retrouve agrandie et accrue. Toutes les collègues de la chaîne du bonheur, ou de Terre des Hommes, ou de Sentinelle, ou de n'importe qui, montrent un peuple de plus en plus ouvert, au contraire, de plus en plus nombreusement ouvert, et qui ne partage pas du tout, dans sa grande majorité, une politique de fermeture et de rejet brutal avec des menottes aux mains d'innocents qu'on ne veut pas accueillir. Pourtant, cette politique frileuse, on la retrouve dans les votations populaires. Oui. Vous n'avez pas ce sentiment? Non. Les votations populaires, on les a trouvées récemment auprès des conseillers d'État qui, follement abreuvés d'argent, donc quelque chose comme 160 000 francs par an, ont réclamé une augmentation. Alors là, le peuple vaudois les a envoyés faire foutre. Ça vous choque, ça? Qu'est-ce qui me choque? Ça vous choque, ça, qu'ils aient demandé une augmentation? Un peu. C'est absolument fantastique. Ils font un culot extraordinaire pour oser ça. Alors le peuple, là, tout bon qu'il est, les a envoyés promener. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ils n'avaient pas honte. J'aimerais qu'on revienne à quelque chose qui est l'adoption interraciale, qui a quand même suscité un débat dans l'opinion suisse, qui a suscité un débat au sein de Terre des Hommes. Est-ce que là, vous ne vous êtes pas trompé? Est-ce que vraiment la Suisse, vous pensez, pouvait accueillir et pourrait accueillir des dizaines, des centaines de milliers d'enfants malheureux dans le monde et les adopter? Des centaines de milliers peut-être pas, mais des dizaines de milliers certainement. Alors, si on pressait un peu la pédale, le nombre de couples suisses qui, valables, veulent sauver un petit est immense. Donc je pense qu'on pourrait tout à fait. Alors de ce côté-là, pour le moment, il faut bien le souligner, le gouvernement suisse est ouvert, et non pas fermé, à ses enfants pour l'adoption internationale. Est-ce que vous ne pensez pas que ce type d'adoption, qui est une chose très généreuse et chaleureuse, mais en même temps, il fallait agir sur place, mener une action de développement sur place? Oui, bien sûr, mais ce sont deux choses. L'action du développement est un développement lent, et la souffrance par terre est un développement rapide. Donc il faut ramasser par terre tout de suite et adopter précisément le petit qui a besoin de ses bras pour le prendre, parce qu'il n'en a aucun. Bon, alors le peuple a compris ça tout de suite. D'ailleurs, dès qu'on a commencé avec cette question de soi-disant adoption, j'aime même pas le mot adoption, immédiatement tout le monde s'est lancé dessus, et pas du tout pour une mode ou n'importe quoi, mais parce que ça va de soi. Il suffit d'aller dans les pays en question et de rencontrer actuellement en Afrique ou n'importe où au monde ces enfants-là, donc abandonnés, tout seuls, orphelins, il n'y a pas de problème. La seule solution souveraine, la seule chose probablement parfaite, même quand tous les cas n'ont pas toujours réussi, par exemple de Terre des Hommes, est l'adoption. Ce n'est pas toujours le cas d'un enfant fondu au napalm, à qui on ne restituera pas le visage premier. L'adoption restitue tout. Certains, donc je le disais, ont contesté votre politique là-dessus, et ça, vous n'en êtes pas d'accord là-dessus. Mais vous-même, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pensez que vous êtes trompé, des choix que vous avez faits dans votre action, dans la manière de l'amener? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pensez aujourd'hui que vous êtes trompé? Je pense qu'on se trompe sans arrêt, c'est-à-dire tout le temps. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de l'imperfection absolue. On s'est trompé chaque fois qu'on n'a pas pris, chaque fois qu'on n'a pas emporté quelqu'un. Donc tout n'est que non, des échecs, il n'y en a pas, des non-réussites, oui, rien n'est vain, et de se tromper sans cesse, c'est normal. Exemple, les boat people, nous pensions que nous pouvions, avec nos petites forces, sauver beaucoup de gens, mais il y fallait des centaines de milliers de dollars que nous n'avions pas, ni les gens qui n'avaient pas. Actuellement encore, des quantités de travaux, nous ne nous trompons pas, mais ne peuvent pas être faits, faute de gens, et c'est un appel, ça, d'hommes et de femmes qui accepteraient de partir pour ces domaines très particuliers de souffrance, nombreuses et très particulières, surtout des femmes et des enfants,
au monde pour longtemps et qui auraient quelque envie de le faire avec toute la ferveur, toute la tendresse, toute la continuité voulue. Mais c'est dur. Actuellement, l'argent, on peut le trouver. Les gens, on ne les trouve que très, très, très difficilement. Comment vous expliquez qu'on ne trouve pas ces gens? Aucune idée. Moins d'enthousiasme des gens pour s'engager, les gens pris par autre chose? Non, c'est pas. Les gens inachevés, plus ou moins. Donc, c'est pas. Ils sont pas dans le coup. Mais je pense que c'est la rencontre qui fait les gens. Mais on ne rencontre pas toujours ceux qu'il faudrait. Et c'est vraiment dramatique parce que les programmes, comme disent les mouvements, existent, les malheureux existent, les moyens vraiment d'annuler ce malheur et de repartir sur la vie existent, mais c'est les gens qui manquent. Alors, c'est cette occasion, vous me donnez précisément l'occasion d'en appeler aux femmes, toujours les femmes, hein, et aux hommes qui voudraient partir. Vous pensez que les femmes sont plus généreuses? Elles s'engagent plus? L'homme considère et la femme va. Donc l'homme, à partir de 16-17 ans, il est plus intelligent que tout le monde. Donc c'est un cube de béton qu'on peut tourner selon le soleil et la lumière. La femme va. Et l'une d'elles l'a dit tout à l'heure, elle a le bon sens. Alors le bon sens, c'est la vie, et c'est pas par hasard qu'elle l'apporte et qu'elle la transmet. Vous savez que vous n'êtes pas facile à interviewer parce que, j'entends pas là, quand on voit ce que vous avez fait au cours de votre destin, c'est quand même difficile de faire la moindre remarque critique quand tous les gens parlent d'un saint, d'un apôtre et autres. Mais complètement différent. Mais vous, quand vous entendez les gens vous tresser des louanges comme ça, qu'est-ce que vous ressentez, vous, personnellement? Les gens traitent Oui, les louanges. vous tressez des louanges dans cette émission, par exemple. Oh, les uns et les... ils sont bien gentils. D'ailleurs, je leur enverrai une petite lettre à chacun pour les remercier. Mais alors justement, je ne suis ni prophète, ni apôtre, ni un saint, rien du tout. J'ai dit tout au début, tout à l'heure, je suis un passant qui passe, qui voit, qui sent, qui vit et qui demande à d'autres de faire. C'est tout ce que je suis. Alors quant aux louanges, merci beaucoup. Mais Bon, vous avez quand même été plus qu'un passant. Hein. Tant mieux. Hein, vous avez quand même bien agité les gens, dynamisé les gens. Ah oui, mais j'espère que c'est pas fini parce que le travail continue. Vous continuez comme ça? Il faut. Donc la seule chose, puisque on en avait parlé un jour ensemble de la proximité de la mort, puisque maintenant je suis assez proche de la mort, alors j'aimerais bien qu'on me donne plutôt un aller-retour qu'un aller simple, étant donné qu'il y a encore du travail à faire. Ça vous ennuie de penser à la mort? Oh, d'y penser, pas du tout, ça m'ennuiera peut-être de mourir, j'en sais rien, je vous dirai après, mais d'y penser, au contraire, c'est intéressant, c'est une période intéressante de la vie, si vous voulez, de penser à la mort. Qu'est-ce que vous pensez que, puisque vous dites un aller-retour, qu'est-ce que vous aimeriez faire au retour? Eh bien, continuer. Et continuer quoi? Exactement la même chose. Exactement. Toujours se battre? C'est pas la question de se battre, on est obligé de se battre, mais c'est pas ce travail de ramassage des gens par terre, c'est tout. En les menant le plus loin qu'on peut, le plus complètement qu'on peut. Mais il n'y a pas ce sentiment de, je dirais, de labourer la mer. Enfin, on a le sentiment que sans arrêt, comme une vague, arrivent de nouveaux victimes. À force de labourer la mer, surgira une étoile. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc avec les mains vides, à force de faire ça, vous avez une étoile et subitement des enfants dans les bras. C'est très facile le travail qu'on fait. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Ça peut être dur parce qu'il faut être acharné, mais c'est tout. Vous n'avez jamais Donc ça va de soi. Vous n'avez jamais été pessimiste sur l'avenir de Terre des Hommes ou sur l'avenir de Sentinelle, que ça disparaisse un jour? Non, il ne faut pas s'occuper de ça. Donc la vie continue, c'est pas mon problème. Ah, pourtant, dans votre livre La marche aux enfants, à un certain moment, vous évoquez que pourrait-il rester de Terre des Hommes, que pourrait-il rester de tous ces enfants? On sent quand même dans certaines pages une certaine inquiétude pour l'avenir. Oh, l'inquiétude pour l'avenir, à considérer le présent, on comprend qu'il y a l'inquiétude pour l'avenir, mais pas l'inquiétude pour l'avenir du travail, parce que malheureusement, le travail ne fait que s'accroître et les travailleurs, c'est là que ça manque, existent quand même. Donc les dames que vous avez vues tout à l'heure dans Sentinelle sont jeunes et continueront. Donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Oui, on me donne quelque chose, excusez-moi. C'est un chèque? Non, ce n'est pas un chèque. Une lettre anonyme? Non, ce n'est pas une lettre anonyme. Eh bien, Edmond Kayser, c'est un téléfax qu'on reçoit à l'instant de Charles Hahn, que nous avons entendu tout à l'heure dans l'émission. Je vais vous le donner, car il dit, vous le verrez dans cette lettre, qu'il faut que vous continuiez, qu'il ne faut jamais lâcher. Je me joins à d'autres, ceux qui vous connaissent, pour vous supplier, de ne jamais lâcher prise. Nous avons tous besoin de vous. J'ai du mal à lire, il faut dire, même avec mes lunettes, j'ai du mal à lire. Mais enfin, c'est un texte que vous envoie Charles Hahn, qui est une sorte d'hommage. Enfin, si je le dis très rapidement, vous pourrez le lire après l'émission. Merci infiniment, mais l'hommage se retourne parce que Charles Hahn a pu sauver des centaines, sinon des milliers d'enfants par Terre des Hommes, précisément en les opérant à cœur ouvert. Donc, alors l'hommage, c'est surtout lui, c'est lui qui a fait le travail. Et comme il l'a dit très bien, nous n'étions ou je n'étais qu'un rabatteur.
Vous disiez tout à l'heure, vous aviez le sentiment que c'était plus difficile de trouver des gens pour collaborer maintenant. Est-ce que vous avez parfois du mal, quand vous frappez à certaines portes, à trouver des gens qui s'engagent, comme l'a fait par exemple Charles Hahn, comme l'a fait le Major C'est très Troyon? différent, parce qu'on a besoin de gens de terre et de chair envoyés sur place et capables de créativité et qui ne veuillent pas absolument entrer dans une équipe préexistante qui n'existe pas ou absolument être insérés dans un cadre alors qu'il faut la liberté pour créer. Et c'est ces gens-là qu'on ne trouve pas. Tandis que dans le corps médical, que ce soit le docteur Miéville, que vous avez vu tout à l'heure, qui était le premier médecin de Terre des Hommes, ou le professeur Hahn, ce corps-là, le corps médical suisse, et d'ailleurs, a compris la musique tout de suite. Donc en leur mettant un enfant dans les bras en disant « opère-le », pas de problème. Mais envoyer quelqu'un vraiment à l'aventure, à la liberté, à organiser, c'est plus difficile. Tout le monde Vraiment dur. Tout le monde ne peut pas partir pour organiser sur le terrain, comme vous le dites. Tout le monde ne peut pas opérer les enfants que le docteur Charles Hahn. Je suis sûr, parmi ceux qui nous écoutent, ils doivent se dire « Qu'est-ce que je peux faire, moi, individuellement, face à cette misère du monde ?» Qu'est-ce que ceux qui nous écoutent maintenant peuvent faire pour essayer de contribuer d'une petite manière? Il n'y a pas de doute, même si ça peut être sans suite, ceux qui écoutent et qui veulent faire quelque chose devraient nous écrire en disant « J'aimerais partir ». Et j'aimerais faire telle et telle chose, ou j'aimerais vous aider sous n'importe quelle forme, etc. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est la rencontre avec ces personnes qui écriraient, qui permet les voyants de discerner peut-être un jour quelqu'un qui veuille partir pour de bon, s'occuper des enfants mineurs dans les mines de charbon en Colombie, ou des filles qu'on va brûler parce que la dot est trop petite à Bombay. Mais alors à condition de parler évidemment les langues, d'être solide, ou enfin de se vouloir solide même si on ne l'est pas, et de parler alors absolument l'anglais si c'est pour l'Inde, l'espagnol si c'est pour la Colombie, et l'arabe, oui, partout où des filles sont tuées en vengeance de l'honneur familial. Je me suis peut-être mal fait comprendre, Edmond Kayser. Il y a des gens qui ne pourront pas faire cela. Puis il y a des gens qui ne se contentent pas d'envoyer 50 ou 100 francs. Qu'est-ce que peut faire le Suisse moyen qui ne peut pas partir face à cette espèce de misère du monde? Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Il le fait précisément, il envoie ce qu'il peut. D'autres qui n'ont rien pris, pourquoi pas? Le rayonnement de leur prière vaut tout autant. Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Là, il n'y a aucun conseil à donner, sauf que nous aimerions des gens prêts au départ, ayant la langue, ayant la solidité, l'humour également, donc ne se prenant pas au sérieux et pensant qu'il est très aisé de reprendre dans les bras ce qui est par terre, puisque le problème n'est toujours que cela. Il ne faut jamais se prendre au sérieux dans tout ce qu'on fait? Ah, je pense. Alors, si on commence à se prendre au sérieux, tout est foutu. Donc, vous pensez que dans les organisations officielles traditionnelles, on se prend trop au sérieux? Il y aurait quelque apparence. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils se prennent légèrement au sérieux. Mais pourtant, ils font quand même du bon travail. Ça dépend. Ils pourraient faire mieux compte tenu de ce qu'ils coûtent. Vous pensez que ce n'est pas assez efficace? De même que nous avons tenté d'obtenir du gouvernement suisse il y a quelques années que notre armée suisse, dont nous savons ce qu'elle coûte, c'est-à-dire 10 ou 11 ou 12 millions de francs suisses par jour, nous aimerions aussi savoir ce qu'elle vaut en allant travailler dans les pays où on aurait besoin donc de l'armée suisse, pour, par exemple, le déchargement des bateaux au port de Assab et l'acheminement des marchandises, par exemple, en Éthiopie, jusqu'à la distribution. Nous l'avions d'ailleurs demandé à Mitterrand, dans l'envoi, qui n'a d'ailleurs pas fait, des parachutistes français de Djibouti, qui sont à un quart d'heure du cœur même de la famine. Donc... Vous pensez que la Suisse, notamment, devrait être beaucoup plus active, je dirais, la Suisse officielle? Absolument, elle le peut, absolument. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne pense pas que le courage, ou la compétence, ou la clairvoyance, ou l'ouverture étouffent nos gouvernants. Vous pensez que c'est les gouvernants qui sont responsables de cette absence? Nous les payons pour ça. Alors, s'ils sont irresponsables dans leurs actes, nous avons, nous, à les tenir pour responsables de ce qui n'est pas fait. Est-ce que vous serez jusqu'à la fin de vos jours comme ça, toujours en colère face à la misère? Je ne suis pas en colère. Ah, vous si, quand même. La misère, l'injustice vous font exploser. Alors, si je le suis, il y a de quoi. Alors, on pourrait répondre comme Jeanne d'Arc, si je n'y suis pas, Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y garde. En colère et indigné face à ces souffrances-là. Vous ne prendrez jamais votre retraite face à la misère? J'ai plus le temps. Et de toute manière, on ne peut pas. C'est pas pensable, donc c'est pas c'est impossible. Bon, Edmond Kayser, nous allons maintenant rendre l'antenne. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je le disais tout à l'heure, c'est un peu difficile à vous interviewer parce qu'on est amené à poser des questions qu'on ne ressent pas tout le temps parce que face à ce que vous avez fait, je pense que bien des téléspectateurs et moi-même, on se sent un petit peu plus modeste dans ses actions quotidiennes et on n'a pas envie de poser des questions plus pointues. Je voudrais simplement vous remercier d'avoir participé à cette émission. Vous remercier peut-être au nom de ceux qui nous écoutent pour tout ce que vous avez fait en faveur de l'enfance malheureuse, que ça soit loin ou que ça soit près. Vous dire simplement merci et je ne vous dis pas bonne
bonne retraite, puisque vous ne la prendrez pas, vous continuerez à être actif et rappeler ce que vous faites à Sentinelle. Merci, Edmond Kayser. Alors moi, je remercie de mon côté la télévision suisse, et Suisse romande en particulier, et la radio, sans lesquelles Terre des Hommes n'aurait pas eu d'aile pour voler. Donc dès le début du travail, il y a eu la radio et la télévision. Donc merci à vous. Merci et joyeux Noël à vous et à tous les téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Bonsoir.